Bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le webinaire portera sur la sécurité alimentaire des personnes sans statut et à statut précaire. On collabore aujourd'hui avec la Direction de santé publique de Montréal ainsi que la Ville de Montréal pour l'organisation de ce webinaire. Donc, juste pour vous mettre en contexte, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont peut-être jamais participé à un webinaire forum de l'espace cuisine. Donc, c'est un espace qui vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour qu'on se partage nos outils, les bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des différents projets qu'on mène dans notre quotidien, des projets qui répondent aux besoins alimentaires des Montréalaises et Montréalais. Vous voyez que nous sommes très montréalocentristes, mais aussi très inclusifs. Donc, on sait qu'on a beaucoup de gens du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, d'ailleurs au Québec, puis on est très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui, puis ça va nous faire plaisir d'entendre aussi vos questions, opinions et réalités qui se passent dans vos régions. Donc, les objectifs d'Espace Cuisine, c'est qu'on renforce notre compréhension des enjeux liés à la sécurité alimentaire, qu'on fasse la promotion d'approches qui sont plus porteuses, qui sont mises en œuvre à Montréal. On veut renforcer la coopération entre les acteurs et actrices de la sécurité alimentaire et on espère que ça permette d'harmoniser le travail pour le développement de systèmes alimentaires locaux, notamment en clarifiant le rôle de chacune et chacun dans nos actions en sécurité alimentaire. Concrètement, on fait quoi? Ben, on fait notamment des webinaires, mais aussi des recherches et puis il y a parfois des promenades de quartier, de systèmes alimentaires. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site web de l'Espace Cuisine pour avoir accès à l'ensemble des travaux qu'on mène. Je vais vous mettre le lien dans le chat dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, on couvre le sujet de la sécurité alimentaire des personnes sans statut et à statut précaire. On va explorer les enjeux, les leviers et ressources qui visent à assurer l'accès à une saine alimentation et les services alimentaires pour les personnes sans statut et à statut précaire, par exemple, les personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Donc, c'est un peu complexe comme question. Moi, j'avoue, je mets de l'avant mon ignorance et puis ce webinaire m'aidera à mieux comprendre c'est quoi les trajectoires puis j'aurais dû mettre un S parce qu'il y en a certainement plusieurs, les trajectoires des personnes migrantes. Et puis, on va voir c'est quoi les enjeux de ces personnes en particulier, quels enjeux ces personnes-là vivent pour avoir accès à une saine alimentation, puis quels sont les leviers et ressources en alimentation, puis les besoins connexes qui existent en lien avec ces enjeux-là qui sont vécus notamment en alimentation, mais on sait qu'il y a tellement d'enjeux connexes aussi qui sont vécus par les personnes qui sont dans une situation de sans statut ou à statut précaire. Donc, on va voir notamment la carte Montréal sans peur, qui fait partie des leviers qui peuvent être intéressants pour traiter de ces enjeux-là. Puis, avec vous, on veut vraiment mieux comprendre les initiatives qui sont mises en place dans les organismes en sécurité alimentaire pour répondre à ces populations-là en particulier. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Olga Hood, qui travaille comme conseillère en planification pour les dossiers des personnes migrantes sans statut et à statut précaire au BINAM, soit le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, qui relève du service de la diversité et de l'inclusion sociale du SDIS. C'est long à mettre sur une carte. Ensuite, on a Dany Royer, qui est agente de planification et de programmation de recherche au service de la réduction des inégalités sociales de santé et développement des communautés pour la Direction régionale de santé publique. Merci à vous deux d'avoir collaboré pour la réalisation de ce webinaire. Ça va être grâce à vous que ça va être si intéressant. Donc, sans plus tarder, puis là, j'ai peut-être pas donné déjà l'autorisation à Olga de partager son écran, mais ça devrait être réglé. Je vais arrêter de partager mon écran, puis Olga va nous parler des trajectoires des personnes sans statut, des définitions. Olga, est-ce que tu vas être capable de partager ton écran? Il n'y a pas de stress. Je devrais être capable. Donnez-moi juste quelques secondes. Un peu de Parfait. patience. Puis tout le monde, je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions pendant la présentation même, de les exposer dans le chat, puis on va pouvoir les prendre à la suite de la présentation.
Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? On voit, mais c'est pas en mode présentation. Puis si on veut voir en mode présentation, les 4 dernières années m'ont appris il faut idéalement, ouais, c'est ça, il faut mettre en mode présentation avant de partager l'écran. Je pense qu'on bascule souvent entre Zoom et Teams et puis Ah, je comprends tout à fait. J'ai beaucoup d'empathie par rapport à toutes ces plateformes. ça devrait pas tarder. Alors, donc, je vais juste... Désolée pour l'attente. Il n'y a aucun problème. On est encore dans les temps. Bon. Voilà. Et on va lancer le partage. Je pense que c'est bon maintenant. Ça marche! Super. Donc, merci à tout le monde. Vous êtes bien nombreux. Donc, je suis très heureuse de savoir que ce webinaire a suscité autant d'intérêt. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler un peu du contexte de comment est née cette carte d'accès, guide d'accès sans peur aux services municipaux et également de vous parler de la politique dite d'accès sans peur aux services municipaux, j'aimerais avant toute chose qu'on voit ensemble un peu les différents statuts d'immigration qui existent parce que on parle de personnes à statut précaire et sans statut, mais statut précaire concrètement de quoi il s'agit. Alors, non, on va y arriver. Alors, comme vous le savez sans doute, il y a plusieurs statuts d'immigration qui existent. Donc, à qui on se réfère quand on parle de personnes migrantes à statut précaire? Il s'agit essentiellement des personnes donc, qui ont un statut dit temporaire. On va les trouver généralement dans une catégorie de résidents temporaires, à savoir une personne qui est visiteuse, une personne qui aurait le statut d'étudiant international ou d'étudiante internationale, les travailleurs temporaires également ou les travailleuses temporaires. Et on va aussi le plus souvent penser aux personnes en demande d'asile ou régulièrement appelées également personnes demandeuses d'asile. D'accord? Ce sont vraiment ces différents statuts qui, si l'on veut, composent les résidents temporaires. Il y a une panoplie de différents statuts aussi qui dépendent en fait du permis de séjour que la personne a. Donc, il y a des personnes qui n'ont aucun de ces statuts que je viens de nommer, mais qui sont quand même considérées comme des personnes migrantes à statut précaire parce qu'elles sont sur le territoire canadien de façon temporaire ou dans une situation en fait d'irrégularité. Elles peuvent avoir, par exemple, un permis de séjour temporaire, mais sans forcément répondre à la définition, si on veut, ni de visiteur, ni de demandeur d'asile, ni d'étudiant international ou de travailleur temporaire, pour la simple et bonne raison que l'objectif, en fait, euh, de, de la venue de cette personne-là ou de séjour de cette personne-là n'est ni pour étudier, ni pour travailler, ni pour visiter. Le plus souvent, on peut penser à des personnes qui euh, se retrouvent dans une sorte de zone grise, soit dont la demande d'asile a été refusée, donc on les appelle souvent les demandeurs d'asile déboutés, ou alors des personnes qu'on ne peut pas en fait retourner dans le pays d'origine ou le pays de départ, donc renvoyer, mais qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié, par exemple. Je vais très vite, je sais que le temps nous est compté là, mais si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, en quoi ces personnes-là, évidemment, toutes les personnes résidentes temporaires ne sont pas des migrants à statut précaire. La précarité va, on va dire, prendre effet par rapport à plusieurs facteurs et tout, ça va vraiment dépendre de la situation, du contexte dans lequel se trouve cette personne-là. Mais on part du fait que toute personne qui a un statut
temporaire, toute personne migrante qui a un statut temporaire d'immigration est à risque, en fait, de perdre ce statut-là jusqu'à ce qu'elle devienne résidente permanente et même plus, jusqu'à ce qu'elle devienne, en fait, citoyenne canadienne. Parce que même la résidence permanente peut être retirée. Donc, la précarité, quand on va parler de précarité, c'est donc par rapport au statut d'immigration, mais également par rapport à la précarité financière, par rapport à peut-être des situations de violence, d'exploitation, d'abus auxquelles ces personnes-là peuvent être plus couramment à risque d'être exposées. Euh, et on parle de sécurité alimentaire, évidemment. Il y a aussi la précarité financière, économique et la difficulté de pouvoir justement subvenir à ses besoins de base à certains égards. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat Pour déjà. l'instant, ça va. Il y a des gens qui disent que c'est déjà super exercissant et que ça aide à ne pas confondre tous ces différents types de statuts. Donc, c'est parfait. Merci. Alors, c'est ça, vous voyez, il y a tellement de flèches là dans dans cette figure que ça peut paraître étourdissant, mais c'est quand même très complexe en fait lorsqu'on touche au statut parce que c'est ça, une personne peut être demandeuse d'asile à son arrivée, mais après, elle va se retrouver refusée éventuellement. Ou si elle est acceptée, elle va changer de statut, devenir réfugiée. Donc, c'est ça, il y a aussi cette confusion très courante aussi entre une personne qui demande l'asile versus une personne qui est déjà réfugiée. Euh, donc, c'est aussi à prendre en considération, mais il y a également tous les recours en fait possibles de ces personnes-là pour accéder à la résidence permanente. Donc, on peut penser par exemple au parrainage d'un membre de la famille. On peut penser aussi, ici à la résidence permanente pour motif humanitaire. Donc, généralement, les personnes qui migrantes à statut précaire peuvent vraiment se retrouver dans ces différentes catégories-là. Je vais donner un exemple, l'exemple le plus courant qui est une personne vient en tant que d'abord visiteur. Là, pour pouvoir arriver sur le territoire, il faut avoir le visa d'entrée. Une fois arrivée, elle peut demander l'asile si elle le souhaite et c'est l'objectif de son arrivée. À ce moment-là, elle n'est pas considérée comme visiteur, mais comme demandeur d'asile. Si sa demande d'asile est acceptée, elle va devenir réfugiée. Ensuite, elle pourra faire sa demande de résidence permanente. Mais entre-temps, jusqu'à ce qu'elle n'obtienne sa résidence permanente, elle se trouve quand même dans une situation de précarité. Le plus souvent, personnes migrantes à statut précaire. Donc, comme je vous dis, vous voyez, c'est vraiment toutes ces catégories-là. Mais on pourrait intuitivement penser aux personnes demandeuses d'asile, aux réfugiés et surtout aux personnes demandeuses d'asile refusées, en fait. Les personnes demandeuses d'asile déboutées, aux travailleurs temporaires qui ont permis de travail fermé, qui font face vraiment à beaucoup de barrières qui sont exposés à beaucoup d'exploitation et d'abus. Mais on n'y pense pas souvent, mais les étudiants et étudiantes internationales aussi sont à risque. Et dans les médias, c'est quand même assez sorti. Depuis l'année passée, justement, on rencontrait de plus en plus d'étudiants internationaux au niveau des banques, des différentes banques alimentaires. Je ne vais pas aller davantage, mais j'espère que ça vous donne un portrait global. Et c'est quoi, peut-être je terminerai par rapport à, c'est quoi la différence entre une personne migrante à statut précaire et une personne sans statut? En fait, une personne sans statut, c'est que vraiment, elle n'a plus aucun statut. Donc, elle est vraiment dans une situation complète d'irrégularité. Donc, on va souvent entendre le terme sans papier, mais c'est pas forcément un terme qu'on utilise ou qu'on va privilégier. Et généralement, c'est aussi des personnes qui auraient, ça dépend du statut qu'elles avaient avant, mais qui auraient reçu un ordre de quitter le territoire, mais qui sont quand même restées par la suite pour des raisons qui leur sont propres. Ça ne veut pas dire qu'une personne sans statut peut pas devenir résidente permanente, elle le peut, justement. Elle le peut, que ça soit via un parrainage, que ça soit via une demande de résidence permanente pour motif humanitaire, par exemple. Et généralement, c'est la demande de résidence permanente pour considération humanitaire qui est le chemin le plus
en fait utilisés pour accéder à la résidence permanente et pour régulariser la situation d'une personne qui est sans statut. Voilà. Je vais poursuivre. Donc, pourquoi on parle de carte d'accès sans peur? Un petit peu d'un petit résumé, contexte. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, en 2017, l'ancien maire de Montréal avait déclaré Montréal comme étant une ville sanctuaire, même si dans les faits, elle ne l'est pas. Euh, donc, c'est de là un peu qu'a émergé, si vous voulez, la genèse de cette politique d'accès sans peur. Il y a eu un changement au niveau politique et Montréal s'est plutôt, par la suite, en 2018, déclarée comme étant une ville responsable et engagée et fini par adopter le 5 juin 2019 donc une politique d'accès aux services municipaux sans peur. L'objectif de cette politique est vraiment d'offrir un accès sans discrimination et sans peur aux différents services municipaux de la ville de Montréal à toute personne qui réside en fait sur son territoire, peu importe en fait sans égard à son statut d'immigration. Il est important de savoir que cette politique ne s'applique pas en fait aux services de police de la ville de Montréal, même si il y a plusieurs collaborations avec le SPVM et la ville de Montréal, surtout en fait le binôme, dans le cadre de cette politique-là, notamment des formations qui sont données et également des activités de sensibilisation pour une meilleure, on va dire, compréhension justement des enjeux, des défis, des barrières que peuvent vivre les personnes migrantes à statut précaire et sans statut et d'assurer en fait leur protection et leur sécurité, peu importe leur statut. Mais cette politique s'applique donc à l'ensemble des unités administratives de la ville. Il y a eu plusieurs donc consultations et études qui ont été menées par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Et malgré l'adoption de cette politique-là, il a été révélé que les personnes migrantes à statut précaire continuaient de craindre, en fait, surtout les personnes sans statut, de craindre les contacts avec les différentes unités administratives de la ville. Donc, ce qui a été en fait une composante, si vous voulez, de cette politique-là, parce que la politique ne se résume pas à la carte, mais une composante majeure de cette politique, ça a été la création de cette carte. D'accord? C'est un projet qui a été porté essentiellement par Médecins du Monde Canada, qui a une clinique médicale pour les personnes migrantes à statut précaire et sans statut. Et Médecins du Monde, donc depuis 2019, avait porté jusqu'à décembre 2023 ce projet en collaboration avec la ville de Montréal. Et depuis décembre 2023, il y a eu un transfert qui s'est fait entre Médecins du Monde et le BAM Ville-Marie. Il y a également des cliniques externes qui existent dans différents points de service, quartiers, et c'est grâce à la collaboration de certains organismes communautaires. Je pourrais vous donner la liste par la suite. Il y a l'ICI, par exemple. Il y a également le CRIC aussi qui est impliqué. Donc, est-ce que ça va jusqu'à date? Je sais que je ne veux pas abuser de mon temps. Erika, n'hésite pas à me... C'est très intéressant et ça va très bien. Ok, très bien. Donc, par rapport au contexte de ces dernières années, de ces 2 dernières années, il y a eu, ça a été très médiatisé, vous le savez, il y a eu une entrée record au Québec de personnes demandeuses d'asile et de visiteurs qui souhaitent s'établir. Et une chose très importante aussi, c'est qu'il y a aussi une sorte de désinformation. Les personnes arrivent en pensant surtout ces dernières années, que c'est facile d'obtenir un permis de travail, que c'est facile de pouvoir obtenir la résidence permanente. Donc, il y a eu pas mal de fausses informations et de la désinformation qui ont fait qu'on est arrivé quand même à un nombre record l'année passée de personnes avec un statut temporaire et vous n'êtes pas sans savoir que évidemment,
il y a certains statuts, il y a certaines catégories de personnes migrantes qui en ont payé le prix c'est ça, par rapport à la crise de logement qui existe. Donc, les personnes demandeuses d'asile et les étudiants internationaux ont souvent servi, on va dire, de bouc émissaire par rapport à la crise actuelle. Donc, il y a de longs délais d'immigration. Quand on parle de longs délais, il faut, par exemple, les demandes d'asile peuvent prendre au moins 2 ans ou 3 ans, voire plus, avant d'être traitées. Donc, on parle de familles qui sont séparées, on parle de la difficulté aussi de pouvoir subvenir à ses besoins malgré l'existence d'une aide sociale qui existe pour les demandeurs et demandeuses d'asile, mais pas pour les autres statuts forcément. Donc, c'est pouvoir tenir en fait jusqu'à ce que la personne obtienne sa résidence permanente. Il y a différents facteurs de vulnérabilité et de précarité qui ont été renforcés par la pandémie et, comme je le mentionnais, la crise du logement qui a exacerbé le tout. Et on se retrouve dans une situation où tout le monde est débordé, peu importe le mandat et la mission de tout un chacun. Et de plus en plus, en fait, on, on a pu constater, en fait, c'est devenu davantage visible le fait qu'il y a des personnes avec un statut d'immigration, enfin des personnes migrantes qui sont en situation d'itinérance, mais c'est quand même très peu documenté, malheureusement, pour vraiment saisir l'ampleur de la situation qui s'aggrave depuis ces dernières années. Donc, je ne vais pas passer à travers ce beau schéma. Je vais vous laisser, vous allez avoir accès à la présentation, mais ça va vous donner une idée justement du nombre de personnes migrantes avec un statut temporaire, pas forcément précaire, mais temporaire, qui évidemment pourraient se retrouver euh, comme des personnes migrantes à statut précaire, dans une situation de précarité. La carte. La raison d'être donc de la carte, en fait, c'est vraiment de pouvoir accéder aux services municipaux euh, en, lorsqu'on on a une difficulté, en fait, de pouvoir prouver son identité et son lieu de résidence. D'accord? C'est vraiment un outil administratif. C'est pas une pièce d'identité. C'est pas reconnu par le SPVM ou ailleurs. C'est pas, en fait, c'est vraiment pas une pièce d'identité, mais c'est une attestation, on va dire plutôt d'identification. Ça permet d'identifier, en fait, la personne et aussi de prouver que la personne réside sur le territoire. Donc, c'est vraiment ça. Ça facilite l'accès aux services municipaux et d'autres services qu'on va voir tout de suite. Et c'est ça, en fait, l'enjeu aussi, c'est le fait que beaucoup peuvent penser que c'est une pièce d'identité et se voir refuser des services. Et même lorsque cette carte-là devrait être acceptée, elle ne l'est pas à certains points de services administratifs. Donc, les services accessibles avec la carte, on parle de bibliothèque, loisirs, sport, piscine. Également, il y a la carte Accès Montréal qui pourrait être accessible avec cette carte d'accès dite sans peur. Les banques alimentaires, donc une preuve du quartier de résidence est souvent demandée et ça, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais c'est vraiment à géométrie variable avec les banques alimentaires. C'est parce que toutes les banques n'acceptent pas, ne reconnaissent pas en fait cette carte-là. Et c'est également utilisé en fait comme preuve d'identité en pratique là, dans certaines pharmacies. Vous avez toute une liste là dans la présentation, mais une chose aussi qui manquerait, c'est l'accès à l'école. Donc cette carte-là aussi peut servir de pièce d'identification en fait est acceptée par certaines commissions scolaires également. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à la carte en tant que telle. Je vais garder le crunch le plus
les détails pour la suite. Sachez que euh, c'est une, c'est une carte qui est, comme je le disais, maintenant déployée et administrée essentiellement par le BAM Ville-Marie. Mais il y a 6 cliniques externes pour l'instant qui sont aussi où les personnes peuvent se rendre pour pouvoir recevoir cette carte-là. Il faut comprendre aussi que c'est vraiment gratuit et confidentiel. Donc, il n'y a pas on n'enregistre pas en fait les données des personnes lorsque la personne reçoit cette carte-là. Et il y a quand même des démarches qui sont faites justement pour que cette carte-là soit reconnue de façon uniforme en fait partout et par tous les services qui l'acceptent comme pièce d'identification. Il y a plusieurs ressources et organismes que je vous laisse aussi en termes de référence là pour si jamais vous voulez contacter ces organismes-là et que vous êtes, parce que ce sont des organismes en fait qui interviennent et œuvrent vraiment auprès des personnes migrantes à statut précaire et sans statut. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a un dépliant qui a été fait en plusieurs langues, donc on parle d'une dizaine de langues. Donc, l'information par rapport à cette carte-là a été traduite dans au moins 10 langues. Et si jamais ça vous intéresse, on pourrait aussi également vous le transmettre, mais vous avez l'information sur le site de la ville de Montréal. Donc, je ne veux pas abuser du temps. Je ne sais pas si je suis dans les temps, Erika. Complètement dans les temps, Olga. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. À ce stade-ci, ce qu'on ferait, c'est qu'on demanderait des questions d'éclaircissement par rapport à la carte pour Olga. On prendrait un temps. Par exemple, on a Ahmed Dumas qui demande est-ce qu'il y a une date de validité sur cette carte? Il y a une date qui est indiquée, mais cette personne-là, en fait, c'est pas c'est pas une, je veux dire, c'est pas une date de validité en tant que telle parce que cette personne-là peut à tout moment aller enfin, obtenir une nouvelle carte. Donc oui, il y a une date de validité, mais c'est pas fixe, c'est-à-dire que à tout moment, cette carte-là peut être soit renouvelée, soit quand même être acceptée au sein de certains services. Parfait. Donc, pour l'instant, c'était la seule question de clarification. C'est sûr qu'il y a des enjeux et limites liés à l'usage de la carte, la reconnaissance de la carte dans les banques alimentaires, mais on va écouter Dani avant d'arriver à ce stade-là. Oh, il y a des questions qui apparaissent. Quel genre d'informations une personne doit-elle fournir pour y avoir accès? Alors, c'est vraiment, on essaie de faire le processus le plus simple, justement, parce que l'objectif, là, c'est pas de faire un interrogatoire lorsque la personne demande la carte. Donc, c'est vraiment de savoir si la personne réside sur le territoire de Montréal. Donc, on va lui poser la question et on va vraiment lui demander son code postal, parce que ça, c'est une information qui va être sur la carte. Et on va demander aussi l'adresse justement à la personne, mais si la personne ne souhaite pas donner son adresse complète, elle n'est pas obligée. Mais le code postal est fondamental. Et il y a également une photo qui est prise si la personne le souhaite, mais ce n'est pas, encore une fois, obligatoire. Donc, c'est vraiment code postal, nom, prénom, et même avec le nom, prénom, si la personne... généralement, on demande le nom, prénom officiel, mais il y en a qui ne sont pas à l'aise et qui vont mettre un surnom, par exemple. Je ne t'entends pas, Eric. Oui, excusez, je viens de voir ça. Est-ce que les étudiants internationaux ont le droit d'avoir cette carte? Absolument. Tout le monde, en fait, toute personne qui réside sur le territoire de Montréal peut avoir cette carte-là. Nous tous, tout autour autour de l'écran, nous pouvons avoir cette carte-là. Mais après, c'est ça, c'est quel est l'objet, en fait, quel est le but finalement de la personne d'avoir cette carte-là. Donc, c'était à la base vraiment conçu pour des personnes qui n'avaient pas de passeport canadien, de preuve en fait d'identité canadienne, donc qui avaient parfois, pour pouvoir accéder à certains services, besoin d'une sorte de deuxième preuve d'identité. Mais encore une fois,
cette carte-là n'est pas une preuve d'identité, j'insiste là-dessus, mais ça permet quand même d'identifier la personne. Et à la base, ça a été vraiment conçu pour des personnes qui en fait, se retrouvent dans cette situation, cet enjeu, pour pouvoir accéder aux services municipaux. Ça peut être également, en fait, cette carte-là peut servir pour des personnes qui auraient perdu toutes leurs pièces d'identité, par exemple, ou voilà, qui ont juste besoin de pouvoir s'identifier pour pouvoir accéder en fait à un service. Il y en a qui l'ont aussi utilisé pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc, c'est vraiment à géométrie variable. Et puis, à ce niveau-là, comme je le disais, on est en train de faire des démarches pour pouvoir collaborer avec différentes institutions et voir voilà, jusqu'où en fait cette carte pourrait vraiment être acceptée ou pas. Donc oui, peu importe le statut, la personne peut avoir accès à cette carte-là. Demande des précisions sur le processus d'émission de la carte et les documents requis. Alors, c'est une excellente question. Donc, comme je disais, ça prend vraiment, la personne doit se présenter sur place à un comptoir, que ce soit au BAM Ville-Marie ou au sein d'un organisme qui émet la carte. Et il y a un agent, en fait, de la ville ou d'un des organismes partenaires qui va juste s'intéresser, en fait, à la personne, pourquoi elle souhaite avoir cette carte-là, expliquer à quoi sert cette carte. Donc, il y a pas, en fait, il y a pas de documents qui sont demandés en tant que tel. C'est vraiment, on, on fait confiance à la personne et c'est pas, et on lui demande vraiment des informations. Donc, il n'y a pas pour répondre à la question, il n'y a pas de pièces d'identité euh, qui, euh, qui sont demandées. Fantastique. On demande, pardon, ça bouge dans le chat. Euh, on dit qu'il est déconseillé de présenter la carte à un agent de police. Avez-vous documenté des cas concrets à ce sujet, par exemple, ou des cas où la présentation de la carte a mis la personne dans une situation à risque? Alors, en ce moment même, c'est sûr que c'est déconseillé de présenter cette carte-là à un agent de police parce que, en fait, c'est vrai, c'est pas reconnu par le SPVM comme une pièce d'identité et pas du tout, en fait, reconnu par la police. Donc, ça pourrait effectivement mettre à risque des personnes migrantes à statut précaire qui n'auraient pas d'autres pièces d'identité valides. Il y a eu certains cas. Moi, est-ce que ça a été documenté? Il y a eu une évaluation en fait de la carte préliminaire qui a été faite il y a quelques années, mais cet enjeu-là n'est pas ressorti. Mais présentement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une évaluation complète de la politique de l'accès sans peur aux services municipaux qui est en train d'être réalisée par l'Institut Sherpa. Et dans ce cadre-là, donc la carte qui est une composante de la politique va également être évaluée et ça va être pris en considération. Donc non, ça n'a pas été documenté en tant que tel. On a eu écho de certaines situations malheureuses qui se sont produites, mais il n'y a pas d'études ou de rapports en tant que tels qui sont sortis. À venir. Est-ce que ça a fait le tour de la question? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait comme plusieurs sous-questions. Ah, mais il y a plusieurs questions encore, mais par rapport à la police, je pense que c'est assez clair que c'est pas une carte qui va être reconnue par la police, donc on recommande pas du tout l'usage de cette carte. Ça va être plus pour des services municipaux et peut-être dans certains cas d'organisation. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a déjà eu des cas de refus pour l'accès à une banque alimentaire, si l'organisme doute de l'identité de la personne. C'est une question qui nous amène tranquillement vers le deuxième volet de la présentation, mais on peut y répondre certainement succinctement. Oui, il y a eu des refus. Il y a déjà eu des refus là, sous présentation de cette carte-là de la part de certaines banques alimentaires. Et c'est justement ça qu'on essaye, c'est un enjeu. Et puis, je pense qu'on souhaite en discuter tous ensemble et voir quels sont les leviers possibles au-delà d'émettre une directive, d'aller. Il y a des démarches qui sont faites
des démarches pour collaborer justement avec certains organismes qui sont en sécurité alimentaire là aussi, et puis d'approcher en fait, de faire du outreach et d'approcher les différentes banques alimentaires pour mieux comprendre en fait le besoin, les enjeux et voir comment on pourrait uniformiser le tout. C'est le but du webinaire d'aujourd'hui. Une dernière question peut-être par rapport au fonctionnement de la carte. On demande le code postal pour mettre sur la carte, mais on ne vérifie pas le lieu de résidence de la personne pour émettre la carte, donc on la croit sur parole. Donc on la croit sur parole, mais c'est un enjeu et puis j'aimerais juste euh, dire que c'est quand même une sorte de dilemme parce que cette carte-là, c'était pour faciliter l'accès aux services municipaux des personnes qui n'auraient pas voilà, qui n'y auraient pas accès et qui auraient de la difficulté à s'identifier. Mais effectivement, c'est un enjeu si on n'arrive pas, on ne demande pas de preuves, en fait, de preuves de documents de résidence de ces personnes-là. Il y en a qui le donnent, mais je veux dire, euh, ce n'est pas obligatoire. On croit effectivement la personne sur parole parce qu'il faut se rappeler que ça rentre en fait dans la philosophie, enfin, dans le contexte d'une politique dite d'accès sans peur où on souhaiterait justement faciliter l'accès aux services municipaux pour tout le monde. Mais c'est quand même en étude, donc il y a quand même, comme je disais, une évaluation qui est en train d'être faite pour voir comment améliorer, comment répondre à ce genre d'enjeu. Est-ce qu'on va resserrer certains critères avant d'émettre la carte ou pas? Donc, il y a quand même cette discussion-là à l'interne. OK, bisous. Bye. Fantastique. Ben, merci beaucoup, Olga. Ça a vraiment toutes puis merci à tout le monde pour les questions. Ça a permis certainement de clarifier le fonctionnement de la carte. On va tout de suite passer à la présentation de Dany Royer de la DRSP pour poursuivre, approfondir le volet alimentaire. Oui, vous voyez mon écran? On voit très bien ton écran. Parfait, excellent. Ben voilà, c'est ça, on m'a présenté tout à l'heure, je travaille avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et j'ai été interpellée par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Attends, je me mélange entre le francisation. En tout cas, le MIFI, je suis désolée, pour travailler sur les enjeux des demandeurs d'asile et les enjeux alimentaires, donc pour accroître la sécurité alimentaire. Donc, c'est ce que je viens vous présenter. En fait, ce qui a été mis en place en ce moment, c'est comme un comité ad hoc, on travaille sur ces enjeux-là. Et puis, comme le titre de la présentation aujourd'hui, c'était comment aborder, comment répondre à ces besoins-là, mais en fait, on n'aura pas de réponse toute faite. On est en train de faire un processus de réflexion ensemble, puis c'est pour ça qu'on veut en discuter avec vous. Je suis persuadée que vous avez des idées, donc c'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc, c'est un comité, justement, c'est un comité de travail sur l'alimentation qui relève du comité sur les enjeux liés aux demandeurs d'asile présents à Montréal. Euh, Ça a été mis en place justement avec l'arrivée importante de demandeurs d'asile au Québec, surtout à Montréal, comme Olga le disait depuis 2022. Je crois qu'en 2023, il y avait vraiment un sommet, mais là, on répond quand même encore à beaucoup de demandes. Euh, donc, il y a eu un sondage qui a été mené justement, il y a eu des résultats l'année dernière sur les approches, en fait, avec les tables de quartier et les organismes communautaires pour voir comment répondre aux enjeux des demandeurs d'asile. Et, mais c'était de tous les enjeux, pas nécessairement juste en alimentation, mais ça nous a quand même donné quelques pistes. Donc, on est un peu parti de là pour voir qu'est-ce qu'il y avait encore à développer. Donc, et puis maintenant, ben, c'est ça, on a agrandi un peu nos efforts. Donc, on a mis en place un comité interinstitutionnel sur ces enjeux-là, avec, entre autres, différents ministères, mais
nous, la Direction régionale de santé publique, la Ville de Montréal, il y a aussi les centres de services scolaires de Montréal qui sont là, de Marguerite-Bourgeois aussi dans l'Ouest. Donc, on essaie de réfléchir à des pistes d'action. On va voir c'est quoi nos objectifs, mais justement, c'est l'identification de principaux enjeux et des besoins prioritaires des personnes qui font des demandes en alimentation en général. Et en fait, non. Là, c'est ça. Pour le grand comité qui a été mis en place sur les enjeux des demandeurs d'asile, il y a plusieurs comités de travail, dont nous, justement, en alimentation, mais il y en a d'autres, dont l'hébergement, services aux familles et enfants et soutien juridique. Donc, il y a eu des travaux en cours et justement, les travaux sont il y a eu des pistes de solutions qui ont été proposées, puis c'est en cours en ce moment. Donc, le chantier que je vous parle aujourd'hui, c'est le chantier en alimentation. Donc, le comité de travail, justement, qui a été mis en place de façon interministérielle, interinstitutionnelle, donc c'est le MIFI et nous, la Direction régionale de santé publique de Montréal, qui sommes responsables. Et l'objectif, c'est améliorer la sécurité alimentaire des personnes demandeuses d'asile à Montréal. Donc, c'est assez large. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par sécurité alimentaire. Mais le mandat qu'on s'est donné, dans le fond, c'est de cerner les enjeux, donc les besoins d'insécurité alimentaire propres à la situation des personnes en demande d'asile et proposer des pistes d'action. Donc, on se donne à peu près environ 9-10 mois de travail sur ce comité-là pour trouver des pistes d'action. Là, on s'est fait diriger vers une proposition de donnez-nous des pistes d'action qui soient réalisables dans un court terme et qui ne demandent pas trop de financement ou des choses comme ça. Mais on essaie d'élargir un petit peu quand même nos horizons, de voir à peu près tout ce qui Non, pourrait mais être mis en place. Oh, je suis j'entends une certain. personne qui parle, mais euh, tout à l'heure, on va pouvoir prendre les questions si vous voulez aussi. Les travaux effectués jusqu'à présent, dans le fond, il y a eu justement comme la stratégie qu'on a développée, donc c'est de regarder, OK, d'abord, on va regarder les obstacles à l'accès physique, environnemental, économique à l'alimentation, puis à travers les différentes étapes de la trajectoire. Donc, on va les regarder un peu ensemble ce qu'on a réussi à faire et explorer des pistes d'action. Donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui aussi de compléter ce portrait-là. Donc, en fait, depuis ce printemps, moi, j'ai fait des consultations exploratoires avec des organismes et des regroupements, dont, justement, avec Erika, entre autres, qui connaît beaucoup des histoires, avec le Conseil du système alimentaire montréalais, et aussi la Coalition montréalaise des tables de quartier, qui a d'ailleurs un volet qui travaille particulièrement sur la question des demandeurs d'asile, et avec Multicaf, qui est un organisme qui est dans le Côte-des-Neiges, qui a une très grande partie de ces personnes qui sont soit des personnes à statut très précaire ou des personnes carrément en demande d'asile. Donc, et ensuite de ça, c'est ça, on a formé le comité au mois de juin, là, donc ça fait pas très longtemps, et puis on se donne un plan de travail pour les prochains mois. Oups. Ah, ben voilà, la définition de sécurité alimentaire, juste pour qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde et qu'on s'entende sur les définitions. Là, j'ai pris la définition du groupe d'experts de haut niveau HLPE. On l'a d'ailleurs mis aussi dans notre portrait sur l'insécurité alimentaire à Montréal qui vient de paraître. On va vous donner les références plus tard aussi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sécurité alimentaire? Donc, il y a différentes dimensions. Donc, l'agencéité, c'est-à-dire que tout le monde puisse y trouver un peu sa réponse. Une stabilité, une durabilité aussi des systèmes alimentaires, qu'on assure un accès qui soit physique, social et économique à une nourriture suffisante, donc disponible, et que son utilisation, finalement, réponde à des besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires. Donc, qu'on y trouve vraiment qu'on respecte aussi une certaine part de dignité dans les goûts alimentaires. Donc, résumé, c'est ça. La sécurité alimentaire est assurée lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
Donc, c'est assez large, on le sait. Puis, justement, je voulais aussi distinguer la question de sécurité alimentaire à toutes les questions de sécurité dans le sens hygiène de l'alimentation. Ça, c'est un autre volet. Mais là, on parle vraiment de comment on assure sa sécurité alimentaire, donc pour avoir vraiment tous nos besoins qui sont comblés. Donc, ici, je vais vous parler en fait des résultats de qu'est-ce qu'on a sorti un peu à travers la trajectoire migratoire des personnes qui sont en demande d'asile. Là, je sais qu'Olga nous a présenté les différents statuts et tout. Nous, c'est sûr qu'on a vraiment le mandat qui est particulièrement focusé sur les personnes en demande d'asile, mais on comprend, on entend que dans le fond, si on adopte certaines mesures, ça va aussi permettre à d'autres personnes à statut précaire ou même juste des personnes qui sont en situation de vulnérabilité par rapport à l'alimentation à répondre mieux à leurs besoins. Donc, on parle d'accessibilité universelle dans ce cas-ci. Donc, on essaie vraiment de voir, mais à travers cette loupe-là, donc, on a divisé en trois grandes étapes, dans le fond, et qui peuvent avoir différentes variations dans le temps, on s'entend, là. Donc, l'arrivée, par exemple, est de 1 à 6 semaines. La situation, ben, c'est souvent, par exemple, des personnes qui vont arriver, qui vont être en hébergement d'urgence, soit dans les hébergements en hôtel fédéral ou avec le PRAIDA, qui est un organisme qui prend en charge les personnes en demande d'asile. Des repas qui sont souvent servis sur place, soit en cafétéria, mais il peut y avoir des enjeux de communication. La personne vient d'arriver. Il y a aussi, là, je ne l'ai pas écrit, mais il y a peut-être aussi des questions de traumatisme. On a parlé aussi de la question de la violence tout à l'heure avec Olga. Donc, c'est des personnes qui ont peut-être pas tous leurs moyens à ce moment-là. Je vais juste vous parler des situations, puis après ça, je vais vous parler des enjeux. Donc, la deuxième situation, c'est la transition. Donc, quand on arrive et puis qu'on sort un peu de cet hébergement d'urgence, à peu près, ça peut durer entre 1 mois et 12 mois à peu près, une situation où on est dans un premier logement à Montréal, de façon peut-être souvent précaire. On habite peut-être avec d'autres personnes, d'autres familles. Les ressources financières sont peu abondantes ou encore juste pas disponible. Par exemple, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure aussi, il y a de l'attente de certains documents officiels qui vont faire en sorte qu'on attend, par exemple, des chèques, on attend de voir, c'est ça, de se stabiliser, d'avoir un emploi. Donc, il y a énormément de contraintes de temps pour la personne parce que justement, elle doit inscrire les enfants à l'école, s'occuper de se trouver un logement adéquat, dans le fond, qui va plus répondre aux besoins de leur famille. Trouver un emploi, trouver toutes les ressources disponibles. Donc, c'est très, très, très exigeant. Donc, le temps est très contraint. Et la troisième situation, c'est un peu justement quand on commence à s'établir davantage. Donc, on va peut-être un peu moins focuser aujourd'hui sur ces questions-là parce que là, on commence à aller plus vers des services qu'on connaît, mais les ressources financières sont quand même limitées, puis il y a toujours une contrainte de temps qui est quand même typique d'une personne qui est en situation de précarité ou de vulnérabilité. Donc, si j'y vais, on l'a séparé avec 2 axes, en fait, pour voir c'est quoi les différents besoins. On a regardé c'est quoi les besoins des individus, donc des individus familles, là, je veux dire. Donc, parce qu'on essayait de voir comment on répond aux besoins, mais dans le fond, on se rend compte que OK, mais il y a des choses qu'on doit aussi adapter du niveau. Par exemple, là, on a parlé, l'axe 2, de termes de service, mais en termes, par exemple, auprès des organisations ou en termes par exemple, des institutions qui peuvent prendre en charge et tout ça, qu'est-ce qui pourrait être adapté comme service? Donc, si on regarde les deux, dans le premier cas, par rapport à l'arrivée, ben, justement, dans les hébergements, mais particulièrement au fédéral, dans les hôtels fédéraux, bon, il y a beaucoup d'isolement, tout ça, mais les choix alimentaires sont très limités. J'avais un organisme aussi qui me parlait, c'est Alima, qui travaille avec les personnes souvent qui allaitent ou qui sont enceintes, mais que dans le fond, ils font du diabète de grossesse, mais que les priorités alimentaires sont pas nécessairement prises en compte. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir une bonne grossesse à ce moment-là.
Donc, c'est ça, des choix alimentaires limités. Puis la culture alimentaire qui n'est pas du tout prise en compte non plus, là. Justement, il y a des sandwichs au jambon parfois qui sont offerts à des personnes qui vont pas nécessairement manger de porc, donc c'est difficile. Euh, du côté des organismes comme tels, puis justement auprès du gouvernement fédéral, l'adaptation de l'offre de services aux besoins des particuliers pourrait être améliorée, puis faire une traduction aussi et une adaptation culturelle des menus. Et ici, ben, c'est quand même des cas qui peuvent être adressés à court terme, donc on essaie de le voir. Mais on le sait que, par exemple, dans les hébergements au Praïda, c'est quand même bien pris en compte. Pour la situation de la transition, là, c'est peut-être là où on a beaucoup plus d'enjeux, puis peut-être pour vous, justement, les organismes, les intervenants qui sont sur le terrain, vous avez affaire avec des personnes qui arrivent, tout ça, puis qui sont dans cette situation-là. Donc, on peut parler, par exemple, pour les personnes qui ont des connaissances limitées, donc des services alimentaires qui sont disponibles, et aussi des aliments comme tels. C'est quoi les aliments? Par exemple, tu vas dans une banque alimentaire, tu te fais donner des produits que tu ne connais pas. Il y a aussi une contrainte à l'accès aux services, donc le transport pour se rendre, par exemple, à des banques alimentaires ou aux différentes ressources. L'admissibilité, donc là, on a parlé justement de la carte tout à l'heure pour rendre admissible. Ça porte d'autres enjeux, on le sait très bien aussi pour les organismes, on va y arriver, mais il y a quand même beaucoup de demandes, puis c'est difficile de faire un tri, donc c'est souvent une façon de s'assurer de répondre à tous les besoins dans le quartier, mais d'une autre façon, ça peut contraindre aussi, donc l'accès. Et il y a la question justement de l'accès à une cuisine qui est limitée ou inexistante chez la personne, ben, chez les personnes quand elles ont un premier logement. S'il y a beaucoup de familles, tout ça, c'est peut-être difficile d'avoir accès à la cuisine. Donc, il y a ces besoins-là. Donc, pour l'axe 2, les enjeux en termes de services, justement, on parle de saturation des banques alimentaires. On le sait très bien, il y a un manque de denrées en ce moment, donc c'est difficile de répondre à toutes les demandes. Donc, comment on pourrait faire en sorte de pallier à ça? Il y a peu d'offres de repas qui sont préparés et surtout peu d'offres de repas qui sont préparés qui répondent à des choix alimentaires aussi. Et les besoins en ressources humaines, les camions, les chambres réfrigérées pour les organismes sont très limités aussi, donc ça peut contraindre les services qui sont offerts. Puis il y a peu de ressources éducatives qui sont traduites, donc par rapport à ce qui est les aliments locaux, les recettes à adapter. Et pour la dernière phase, dans le fond, d'installation, d'intégration, ben, les connaissances sont quand même peut-être un peu limitées encore. Et on va voir qu'il y a vraiment une volonté d'optimiser les ressources. Donc, il y a un petit peu plus de ressources, c'est que ce soit économique, mais on va vouloir faire plus avec qu'est-ce qu'on a en main, parce que c'est quand même assez difficile. Et pour les services, ben, c'est de voir comment on peut favoriser un accès équitable et inclusif aux initiatives collectives en sécurité alimentaire un peu plus large. Donc, que ce soit de la transformation, production, distribution, donc, et aussi augmenter, en tout cas, améliorer l'accès à l'alimentation gratuite en milieu scolaire qui pourrait beaucoup aider. En général, dans toutes les étapes aussi, là, mais à ce moment-là, c'est ça. Donc, là, je vais vous amener tout de suite sur des pistes d'action qu'on a réfléchies, mais ça serait justement à ce niveau-là qu'on aimerait avoir vos contributions. C'est avec des entrevues que j'ai fait avec les personnes qui m'ont donné ces pistes-là. Mais ensuite de ça, ce serait voir comment on peut en avoir davantage aussi. Puis après ça, il va falloir quand même en prioriser. Donc, faut pas trop aller euh, faut y aller dans des choses qui sont peut-être possibles avec des ressources qu'on connaît. Donc, par exemple, rendre des cuisines et réfrigérateurs disponibles, ben, comment on le ferait? Ben, justement, c'est en augmentant les ressources humaines qui sont dans les organismes. Par exemple, il y a un organisme qui me disait, ah, ben, on aimerait ça offrir des ateliers le soir pour faire de la cuisine collective, par exemple. Mais j'ai juste 2 employés qui sont disponibles pour travailler le soir, puis j'ai pas d'autres moyens. Donc, ce serait, OK, ben, on va vous donner plus de moyens, justement, pour avoir des ressources humaines pour encadrer ces activités-là, parce que on doit avoir quand même une personne qui est formée par rapport à l'hygiène et la salubrité
les aliments, par contre. Donc, c'est ça. Ça pourrait être des ateliers de cuisine collective et une planification d'achat collectif aussi. Donc, dans le pourquoi, ben justement, d'assurer un accès à une cuisine, de gagner du temps, faire des économies d'échelle. Ça permet aussi la socialisation, donc que les gens puissent se rencontrer, puis que puissent se rencontrer des personnes qui sont dans un même statut ou même trajectoire. Ça peut aider aussi à la collaboration. Et ça permet aussi du stockage individuel, familial de nourriture dans un endroit sécuritaire, par exemple, d'offrir des réfrigérateurs qui sont en sorte de libre accès, mais de façon contrôlée en organisme, par exemple. Ça peut être... là, c'est là où on doit essayer de réfléchir. Où est-ce que ça se trouve, ces cuisines-là? Est-ce que c'est dans les milieux, dans les écoles? Est-ce que ça serait justement dans les garderies lorsque c'est la fin de semaine puis que c'est pas utilisé? Tu sais, c'est vraiment d'essayer de voir à des solutions comme ça. Il y a, par exemple, un deuxième exemple, améliorer les connaissances sur les aliments locaux disponibles en banque alimentaire et en magasin. Donc, c'est de faire des ateliers éducatifs sur les façons de cuisiner. Je sais que justement à Multicaf, ils font des ateliers comme ça. Ils ont même fait une dégustation justement de maïs en crème parce que ben, les gens connaissaient pas nécessairement ça. Donc, c'est d'apprendre à connaître les aliments qui sont distribués et d'adapter les recettes. Là, je sais que dans le fond, on peut aussi avoir des aliments de partout dans le monde quand même, mais par exemple, si on regarde pour l'adaptation des recettes, je pense à une recette de salade de papaye laotienne. Bon, je sais pas s'il y a des Laotiens, Laotiennes parmi nous, mais peut-être que je commets un crime en disant que ben, on pourrait quand même remplacer la papaye par un navet. Je sais que ça se fait, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment de voir comment on adapte à une situation, comment on adapte une certaine recette pour, bon, répondre à nos propres besoins, mais avec des aliments locaux. Donc, pourquoi? Ben justement, ça permet peut-être de réduire les coûts. Par exemple, la papaye verte est peut-être plus chère que le navet. Puis aussi, ben justement, un atelier, ça pourrait aider aussi à décortiquer un peu c'est quoi les valeurs nutritives sur les aliments, parce que c'est particulier, par exemple, par pays, tout ça. Donc, ici, comment on le lit, qu'est-ce que ça nous signifie? Donc, ça pourrait être intéressant. Puis, de prendre en compte justement les préférences alimentaires. Bon, troisième exemple pour terminer, ben, de sensibiliser les organismes d'aide alimentaire et l'accueil et l'admissibilité. Ben, c'est justement de mieux outiller. Là, je sais que le comité sur les enjeux des demandeurs d'asile travaille à essayer de rendre disponibles des informations, tout ça. Puis c'est en train de se faire, mais il manque beaucoup d'informations qui circulent. Donc, ça serait de donner des ressources pour qu'ils puissent avoir des meilleurs référencements, là. L'offre d'information sur les services disponibles justement pour d'autres besoins, lever l'obligation de présenter des preuves de revenus ou d'adresse. Donc, c'est de sensibiliser aussi. Je sais qu'il y a des organismes qui disent, ben, quand on le sait, les personnes, effectivement, il faut les croire un peu sur parole, mais quand ils nous disent qu'ils sont en demande d'asile, on laisse faire un peu notre demande par rapport à une preuve de revenu. Donc, c'est de faire cet effort-là, mais je sais que ça cause peut-être d'autres enjeux d'équité. Donc, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à ça aussi, puis favoriser, ça c'est une autre idée que de Multicaf qui ont mis en place, c'est de favoriser la paire aidance et le jumelage entre personnes. Donc, parce qu'ils réalisaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés à s'impliquer dans l'organisme, puis après ça, il y avait d'autres personnes qui arrivaient, puis ben, dans le fond, ils parlent la même langue et tout ça, puis ils ont à peu près le même parcours, mais à différents stades. Mais ça pourrait être intéressant de les mettre ensemble pour qu'ils puissent discuter, puis qu'ils puissent trouver des informations ensemble. Donc, vraiment, ça permet de faciliter les échanges, justement, à travers une même langue, là, et offre une expérience de bénévolat et de socialisation. Donc, je sais pas à ce stade-ci. En fait, c'est ça. Je voulais vous parler de comment on envisage le plan de travail. Dans le fond, il y avait l'idée, ben, justement, de compléter. Nous, avec le comité, ce qu'on va faire, c'est de essayer de compléter le portrait des besoins selon la trajectoire et les pistes d'action. Il va falloir faire une priorisation. Mais pour ça, ben là, c'est là où on vous demande la contribution. Là, aujourd'hui, on pourra prendre vos idées aussi. On va passer à travers les questions qui ont été posées. Il y a 3, 4 petites questions dans le sondage, en fait.
qui sont liés à développer justement l'identification des besoins puis les pistes d'action. Donc, il y a un sondage qui est mis en ligne que je vais vous partager tout à l'heure. Puis, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vous pouvez aussi répondre en ce moment. Mais je ne sais pas si pour le moment, il y a peut-être des questions d'éclaircissement au sujet de qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je Pour vois pas. l'instant, il y a quelqu'un qui demande, juste par curiosité, si on sait qui prépare les aliments servis aux personnes quand ils sont en situation d'hébergement fédéral, dans les hôtels. Est-ce que c'est le personnel de cuisine des hôtels? C'est une bonne question. J'ai l'impression Oui, ça varie selon les endroits, sûrement. Il y a peut-être exact. des services de sécurité alimentaire dans certains hébergements. Dans le Je sens, sais que ouais, c'est encore très flou pour moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes en ce moment qui le savent, mais je sais que c'est souvent vraiment l'hôtel qui est mandaté par le gouvernement, par exemple, qui va juste faire appel à son service de traiteur. Donc, c'est très au cas par cas, là. Donc, il n'y a rien de généralisé non plus, puis il n'y a pas de ligne directrice. oui, c'est intéressant comme question parce que ça Ouais, pourrait être structurant ouais, par rapport à la réponse alimentaire qui est offerte pour les personnes qui viennent d'arriver qui sont dans cette exact. situation d'hébergement. Je sais pas Ouais. il y a quelqu'un qui a mentionné culturel dans Oui. la définition de la sécurité alimentaire qui présentement, il y a une belle petite conversation sur cette Ah oui, définition OK. que la notion de préférence alimentaire qui est englobée dans le volet le volet culturel est englobé dans le volet de préférence alimentaire qui est mis d'avant dans la Mhm. définition, mais au niveau collectif, on pourrait plus reconnaître la culture alimentaire. Tu sais, Oui. la préférence alimentaire est très liée à l'individu, alors que la culture est plus collective. Ah Bref, oui. on a Mon Dieu, c'est ces philosophique, mais échanges oui. intéressants qui se passent dans le chat. Sinon, on demande, peux-tu préciser pourquoi vous souhaitez la fin des preuves d'adresse? Ben, en fait, parce que justement, ça limite l'accès donc à avoir ces aliments-là. C'est pas la fin des adresses pour tout le monde nécessairement. On comprend qu'il y a des contraintes, justement, puis on le dit on le sait que les ressources sont limitées, donc c'est une façon de limiter les services à, par exemple, un secteur donné. Mais comme je vous disais, dans le cas de certains cas spéciaux, peut-être qu'on pourrait faire des exceptions, en fait. Pour accommoder ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir accès. Souvent, c'est des besoins qui sont pas nécessairement à long terme. En fait, on le souhaite. On souhaite aussi justement que les personnes restent pas abonnées aux banques alimentaires toute leur vie. Puis on le sait que c'est toujours des aides d'urgence. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Ça serait tout pour l'instant par rapport à... Oh, on a un gars qui a levé la main, j'aime Ouais. ça. Oui, en fait, c'est pas une question pour toi, Dani, mais c'est plutôt pour rebondir et apporter en fait Mm. une précision. J'avais mentionné là que justement on croit sur parole la personne, donc c'est-à-dire que si la personne en fait n'a pas de document, on va quand même lui émettre la carte. Ceci dit, je viens d'avoir la précision de la part de mon collègue qui portait ce dossier, mais qui est parti. Il y a quand même ceux qui le peuvent là, qui peuvent prouver leur identité. On leur demande une preuve de résidence quand même, Mhm. donc une facture quelconque et une, une photo quand même, comme je l'avais mentionné, la carte peut comporter une photo, mais c'est pas obligatoire. Ceci dit, c'est quand même souhaité, demandé pour reconnaître la personne. Et par rapport à l'identification aussi de la personne avant de lui émettre la carte, il y a quand même ceux qui le peuvent octroient en fait présente une pièce d'identité, mais elle n'a pas besoin d'être valide, en fait. Elle n'a pas besoin d'être Mhm. valide, cette pièce d'identité-là. Et puis, c'est pas une pièce d'identité canadienne non plus. Donc, voilà, je voulais quand même apporter cette précision-là d'emblée. C'est des documents qui sont souhaités avant l'émission de la carte, mais si la personne a perdu, en fait, tous ces documents ou autres, je sais pas si ça peut être un feu qui est arrivé à la maison, un déménagement Mm. qui n'a pas fait, ne s'est pas fait avec succès ou autre. Donc voilà.
ou est en attente de documents. Donc, je voulais quand même préciser. Merci. Merci, Olga. C'est à ce moment que je me rends compte que le temps file. Puis si on veut Oui. vraiment écouter nos partenaires qui sont présents dans la salle, je mettrais vraiment l'accent sur les échanges. Puis on peut mettre de l'avant les questions que tu as, tu sais, si tu as les questions particulières du sondage que tu as, Dani, on pourrait les exposer, mais d'emblée, OK. Ouais. c'est ça. Je ne sais pas si tu veux poser tes questions. Ben, je peux les mettre en rafale, puis de toute Super, façon, bonne vous allez idée. les retrouver. Je vais vous envoyer le lien. Mais dans le fond, la première question, c'était justement, selon vous, c'est quoi les principaux besoins en sécurité alimentaire des personnes selon la trajectoire? Puis là, pourquoi on dit principaux? C'est parce que justement, il va falloir prioriser, mais de toute façon, on va essayer de prendre en compte. Là, je parle d'un sondage, ce sera pas scientifique et on présentera pas les résultats. C'est vraiment plus une façon de récolter des idées. Donc, si ça vous tente de participer à cette récolte d'idées, puis aussi donner votre nom si ça vous intéresse, d'être consulté par la suite, vous allez pouvoir le faire à travers le formulaire. Donc, c'est de regarder justement à travers la trajectoire, là, réfléchir si vous pensez à des besoins qui sont peut-être plus importants. La deuxième question, c'est d'après vos observations et votre expérience, surtout en tant que, par exemple, intervenante, c'est quoi les services déjà présents qui sont offerts par le gouvernement ou les organisations communautaires qui pourraient être améliorés ou amplifiés? Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà, mais que dans le fond, ça prendra juste un peu plus pour pouvoir y arriver? Et j'ai une autre question, justement, ben, avez-vous d'autres pistes de solutions? Tu sais, là, on a mis des exemples ici. Est-ce que vous en avez d'autres à proposer? Qu'est-ce que vous faites aussi déjà? Donc, parmi les pistes de solutions SEO, quel service votre organisation serait-elle en mesure et en capacité de mettre en place? Mais au-delà de juste qu'est-ce qui est écrit aussi, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou qu'est-ce que pourrait être facilement mis en place? Donc, je vais vous envoyer tout de suite le lien sur le Je l'ai mis sondage. dans le chat déjà, mais on peut Parfait. certainement le Excellent. remettre encore. C'est bon, merci. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est tout. Fantastique. Puis Merci, vous Dani. allez avoir aussi nos adresses pour nous écrire si vous voulez. Parfait. Merci pour la belle présentation. C'était super clair. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se fait, le partage des cuisines, notamment les infrastructures. C'est une bonne question que tu poses, Dani, par rapport à est-ce qu'il y a des infrastructures qu'on pourrait rendre disponibles, des cuisines, des frigos, des espaces d'entreposage qui se situent peut-être ailleurs que dans les banques alimentaires, mais qui pourraient être rendus Exact. disponibles. Ça doit prendre quand même des ressources pour assurer une certaine coordination, juste l'ouverture des portes, la sécurité, c'est quand même c'est un projet en soi d'assurer la mise à disposition de ressources comme ça, mais c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont qui ont des réponses aux questions de Dani par rapport aux pistes de solutions. Peut-être que vous avez des solutions particulières qui n'ont pas été nommées dans la présentation de Dani qui pourraient être intéressantes à partager d'ores et déjà ou pas tant, ou des limites qui sont vécues, des enjeux par rapport aux solutions qui ont été mises d'avant. Il y a quelqu'un qui mentionne, en attendant, ah, j'aime ça, Magduda a levé la main, puis ensuite on a Lia, puis j'ai une longue question que je vais prendre le temps de lire après. Magduda. Bonjour tout le monde. Vraiment, réellement, j'ai suivi toute, mais j'ai pas compris le problème réel. Parce que nous, ici, à Villeray, alors, il n'a pas de pièce d'identité, ce n'est pas un problème parce qu'il y a des organismes qui le réfèrent. Il a son passeport avec qui il est rentré dans le territoire. Et là où il habite, le bonhomme, même s'il ne lui fait pas un bail, même s'il n'a pas de bail, la personne avec qui il habite, il dit il habite avec moi. Alors, comment le problème s'écrit, je ne comprends pas. Et moi, la carte d'accès qu'ils disent qu'on peut donner la carte d'accès comme ça, comme vous me dites, moi, avant, je le prenais. Du fait que vous demandez aucune pièce, ça, c'est pas pour moi. Donc maintenant, je vais dire à mes collègues, prenez d'autres choses que la pièce, que la carte qui est proposée, parce qu'en définitive, on ne sait pas réellement s'il habite le quartier. On sait très très bien que les subventions sont pas quartier, sont pas à l'échelle Montréal.
comme nous, on est un organisme local, vraiment local, Sibillerie. Je prends les gens qui sont à l'extérieur, mais une fois, après, je le réfère à son quartier. Donc, parce que exactement, le ministère de la Santé et des Services sociaux, ça marche par secteur, par quartier. Donc, nos subventions sont comme ça et on ne peut pas prendre tout le monde. Mais on a trouvé une solution pour accepter le monde, pour ne pas les refuser. Même on a des visiteurs qui n'ont pas encore ni demandeur d'asile ni rien du tout, mais pour nous, ça suffit. La personne là où il habite, il dit oui, il habite avec moi. Et son passeport, parce que c'est une pièce d'identité réelle. Il y a son visage, son nom et son prénom qui sont là. Nous, on a facilité le maximum et ça marche. On a quand même, comme le jeudi aujourd'hui, on a 200 personnes et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile et on a beaucoup d'étudiants étrangers. Mais je pense que les organismes, ils ont fait de leur mieux pour accepter tout le monde, ça, sans complications, sans rien du tout. Je ne sais pas si les autres, si tous les ministères, ils savent que les organismes qui sont à la base, ils ont leur propre façon d'accepter tout le monde. Juste ça. Merci. Merci beaucoup, Magdouda. Je pense qu'Olga a levé la main pour une petite réponse, puis après, on va pouvoir passer à Lia. Oui, mais en fait, je remercie beaucoup Madame Urjit. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Magdouda, merci parce qu'effectivement, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu absolument remettre cette précision-là. Il y a des documents qui sont nécessaires, mais si la personne n'a absolument pas de documents, elle ne va pas forcément se faire refuser en fait de l'émission de la carte d'accès sans peur. Et généralement, ce que vous amenez en fait comme option alternative pour justement prouver l'identité et puis la résidence, le lieu de résidence de la personne, il y a des témoins, en fait, des personnes qui vont soit être garantes, soit personnes qui vont confirmer l'identité de la personne qui a besoin de la carte et du lieu de son résidence. Parce que même avant que cette carte d'accès sans peur n'existe, c'était la façon comment les gens fonctionnaient pour pouvoir accéder à un certain service. Il y avait des intervenants d'organismes communautaires qui faisaient une lettre et la personne allait avec cette lettre-là et tout ça. Avant d'être à la ville de Montréal, j'ai travaillé pendant 8 ans auprès d'un organisme, j'ai coordonné un organisme communautaire, donc je veux dire, qui œuvrait auprès des personnes migrantes à statut précaire. Donc, je vous remercie d'amener cet élément-là et que ça soit comme clair pour tout le monde là. C'est demander ces documents, donc une preuve de résidence, de lieu de résidence, d'identité, une pièce d'identité et une photo. Mais si vraiment la personne n'a rien sur elle, c'était plutôt ça mon point, cette carte-là pourrait quand même être émise. Mais ça reste un enjeu. On est d'accord. Merci. On va passer à Lia. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. C'est intéressant parce qu'on a fait aussi une recherche sur les besoins alimentaires dans le cadre du projet qui s'appelle Savoir prendre soin plus. On a eu des personnes à différents statuts migratoires, mais comme environ 40% des personnes demandeuses d'asile. Et j'aimerais bien parler sur les pistes d'action, peut-être même après, parce qu'on a beaucoup à collaborer. Nous aussi, un des défis, c'était l'accès aux aliments culturellement appropriés, aussi la transmission des savoirs culturels aux enfants, aux adolescents. Donc, nous, une des actions qu'on va faire, c'est de travailler l'association entre l'offre de la carte proximité, qui je pense que peut-être tout le monde peut-être connaît, mais c'est un projet de coupons alimentaires qui connecte les personnes en situation de sécurité alimentaire et les producteurs, productrices locaux qui est coordonné par le Carrefour solidaire, Centre communautaire d'alimentation. Donc, on va associer de nouveaux accès à la carte proximité et aux cuisines collectives interculturelles et intergénérationnelles à Montréal-Nord, Saint-Michel. Et on va avoir aussi un volet cuisine queer-friendly pour les populations LGBTQ+. Et on va travailler aussi sur l'amélioration de l'accès aux informations sur les services alimentaires, de rassembler les outils, mais aussi de faire des ateliers sur des échanges de savoir-faire alimentaires, mais aussi sur les échanges sur les services existants, parce que ce n'est pas seulement une difficulté de trouver les informations, mais souvent,
ce qui fonctionne mieux, c'est la stratégie bouche à l'oreille. Donc, on va essayer de travailler à partir de ce type de communication plus informelle. Et puis, il y avait beaucoup de demandes pour des repas, l'offre des repas préparés et aussi d'accès au jardin collectif, qui c'est dans notre liste, mais c'est pas tout de suite qu'on va le proposer. Donc, on pourrait discuter sur comment travailler sur d'autres demandes qui ont été présentées dans le projet. Merci, Lia. Je tiens à mentionner qu'il y a des superbes commentaires dans le chat et j'y reviendrai. Je vais donner la parole à Geneviève. Merci. Bonjour, Geneviève Mercier, prof au département de nutrition. Je m'intéresse à l'insécurité alimentaire. Je travaille avec plusieurs d'entre vous. En fait, je réfléchis à tout ça et c'est certain qu'avec le parcours que tu nous as présenté, Dani, tout à l'heure, tu sais, comme dans le moment de transition ou à l'arrivée, compte tenu aussi de ce qu'on voit sur le terrain, ben, ce qu'on entend sur le terrain comme quoi que les personnes, ben, ils n'ont rien. Donc, ils n'ont pas de cuisine, rien. C'est certain que les endroits sécurisants où ils peuvent prendre un bon repas, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait valoriser. Puis c'est vrai que pendant la pandémie, l'offre de repas collectif a été vraiment mise à mal, hein. On pouvait pas. Donc, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est revenu à l'état d'avant la pandémie? J'en sais rien, mais je sais que dans nos travaux, c'est quelque chose que les personnes qu'on a interrogées nous ont parlé, comme quoi que ça a coupé beaucoup de ressources pour eux. Puis là, ça m'amène à parler de la super belle initiative Hôpital solidaire, donc à l'hôpital Notre-Dame, le CIUS du Centre-Sud. Bon, malheureusement, c'est difficile d'avoir des sous pour continuer à financer ça, mais Hôpital solidaire donne des cartes repas et ils se servent de leur capacité résiduelle pour produire des mets que tu peux acheter, que tu peux consommer sur place. Puis ce qu'on arrive à savoir jusqu'à maintenant avec les données, c'est que, ben, justement, ça répond à des besoins, entre autres, de personnes qui sont à statut précaire, réfugiés, avec les références qu'on a, là, ce qu'on voit comme référence, parce que c'est comme une forme de prescription, hein, ça passe à travers un intervenant qui donne une carte qui contient des sous dedans. Donc, c'est ça, je lance ça. Mais tu sais, c'est le genre de truc qui ne répond pas aux besoins à long terme, mais qui est quand même structurant. Oui, merci Geneviève de mentionner Hôpital solidaire. C'est super intéressant. On aimerait que tous les hôpitaux soient autant proactifs sur les questions de sécurité alimentaire et communautaire en général. C'est vraiment super inspirant. Puis on espère, je sais qu'il y a certaines institutions hospitalières à Montréal qui rêvent d'aller de l'avant avec des modèles similaires chez eux. Merci pour cette prise de parole. Ce qui est intéressant, c'est que c'est complémentaire à l'achat d'aliments frais et pas transformés. Parce que ça, c'est pas pour tout le monde. Exact. Quand on parle de la carte proximité, présentement, on sait que c'est des paniers d'aliments qui doivent être transformés pour la plupart, que c'est plus intéressant pour les gens qui cuisinent. Ça répond à des besoins particuliers de certaines personnes, mais quand on n'a pas accès à des cuisines, quand on n'a pas accès à des moyens de transformation, ça devient quelque chose, des repas qui sont déjà prêts, c'est sûr que c'est plus adéquat pour certains types de populations. Bien, ça prend de la stabilité dans ta vie pour faire ça. Exact. Un peu plus. Merci Geneviève. On va passer à Geneviève Nollet. Ben, je trouve ça super intéressant d'entendre tout ça. Nous, de notre côté, pour l'offre d'aliments plus frais, on est un nutritant, puis on est un autre organisme à la salle. Moi, j'avais deux par rapport à la piste de solution qui était de suggérer des façons de transformer les aliments qui sont reçus dans les banques alimentaires. Moi, je trouve
c'est intéressant d'une part pour les produits frais, justement, mais je trouve que c'est moins intéressant du point de vue des aliments, des conserves qui sont un peu transformées des fois ou des produits qui sont de moins bonne qualité nutritive parce que je pense que ça a été démontré que les immigrants déjà, avec une fois installés, ils vont généralement un peu perdre, on va dire, leur santé ou leur santé va détériorer entre autres à cause de l'alimentation. Fait que je trouve que c'est moins on peut focuser sur le frais déjà dès le départ, c'est une bonne idée, mais nous, pour un peu pallier à ça, on a essayé de mettre en place un Nutri-Frigo. Donc, nos membres, comme on est une OBNL, on ne fait pas d'aide alimentaire en tant que telle, on ne distribue pas de panier ou d'une façon régulière, mais les personnes qui viennent ici, généralement, ils vont pouvoir, dès qu'ils viennent faire une activité comme participants, comme bénévoles, ils peuvent s'approvisionner dans ce dans ce frigo-là. Et on a essayé de focuser sur une offre alimentaire frais. Donc, il y a généralement légumes, parfois fruits, puis on a mis lait, parce qu'on entendait beaucoup les gens qui disaient, c'est souvent ça qui leur manque, le lait, le pain, les produits frais. Généralement, c'est une grosse partie du budget. Donc, lait, yogourt nature, fromage, on essaie de mettre cette offre-là disponible. Puis, une fois par semaine, tout le monde, ils peuvent s'approvisionner, prendre ce qu'ils ont besoin, puis revenir la semaine d'après s'ils veulent revenir cuisiner. On a un jardin collectif aussi. Ils peuvent venir au jardin, venir après dans le Nutri-Frigo. Donc, on a eu la chance de mettre ce projet-là en place. Puis, c'est vraiment, en tout cas, moi, je suis ouverte aux suggestions. S'il y en a qui font le même genre de choses, on est embryonnaire, mais à date, il y a une bonne réponse. Puis, on essaie d'y aller vers des denrées non transformées, puis fruits et légumes, toujours le plus, on va dire, inclusif là, dans ce qu'on a comme expérience, de ce qui est le plus consommé par tout le monde qui vient chez nous. Puis, c'est quelque chose que je trouve intéressant de pallier un petit peu à la banque alimentaire sur du plus long terme, si on veut mettre en place. Bref, juste pour partager le fait que je trouvais ça intéressant, mais je trouve tous les commentaires on pense qu'on sait bien ce qu'on fait, mais c'est toujours très pertinent aussi d'avoir les initiatives des autres organismes et services. Voilà. Ben, c'est super intéressant parce que selon la trajectoire justement de où est-ce que la personne est rendue, le Nutri-Frigo avec les jardins, quand la personne a atteint une certaine stabilité, c'est certain que on va plus loin que juste une offre de repas qui est déjà prête, qui à un moment donné ne correspond plus nécessairement aux désirs ou besoins des personnes qui sont quand même récemment immigrées. Donc, c'est super intéressant. Puis oui, ça serait bien de voir des projets se mettre en lien, des projets similaires, prendre contact, avoir du maillage entre différents projets de jardinage et cuisine dans ce sens-là. Il y a tout un volet politique. Merci Geneviève pour cette intervention. Je suis dans le chat, puis j'aime beaucoup. Il y a un travail de plaidoyer politique finalement par rapport au gouvernement, l'intégration des personnes nouvellement immigrées, d'assurer, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'avant l'importance que le gouvernement reconnaisse ces personnes-là, puis que les démarches soient faites de façon plus rapide, disons, dans le temps pour qu'elles puissent entrer sur le marché du travail, puis qu'elles soient moins justement en précarité économique. Donc, une piste de solution réside dans le fait qu'on veut faciliter l'accès à la francisation, favoriser la recherche d'emploi. Il y a des choses qui pourraient être mises de l'avant de ce côté-là. On demande si le comité pourrait mettre de l'avant quand même ces éléments-là de faciliter les procédures administratives liées à l'accueil des nouvelles personnes arrivantes. Puis, on parle bien sûr de financement pour les organisations en sécurité alimentaire. Je vais y revenir. Il y a beaucoup de travail de plaidoyer ces temps-ci dans ce sens, surtout suite au nouveau plan d'action contre la pauvreté du gouvernement. Mais avant tout, je veux donner la parole à Samuel. Allô, c'est Sylvie, surprise! Ah, surprise! Je voulais juste apporter une petite question, puis j'essaie de l'écrire dans le chat, j'arrivais pas, mais pour la carte proximité, là, pour les personnes qui sont seules ou qui n'ont pas nécessairement les infrastructures à la maison, l'utilisation puis la participation a vraiment été modifiée puis changée, puis on l'a vu vraiment une amélioration quand on a ouvert sur l'éligibilité des produits. Donc maintenant, effectivement, tu peux pas transformer puis
t'as cuisiné une soupe, mais tu peux t'acheter, par exemple, une soupe dans les commerces participants ou du lait, des œufs, du pain, tu sais, comme qu'est-ce qui correspond à tes besoins. Donc, je voulais juste préciser parce que, effectivement, tu sais, au départ, quand on a lancé la carte proximité, ça fonctionnait moins bien avec un certain groupe de population, mais maintenant, avec les dernières modifications au programme, on n'a plus cette distinction-là, fait que je voulais prendre juste la petite minute pour le préciser. Voilà. Merci pour cette précision, Samuel, Sylvie. Super. Donc, on continue aussi dans le chat à mentionner que ce qui contribuerait à améliorer la situation, c'est de donner un statut permanent à davantage de personnes à statut précaire pour diminuer leur précarité. Donc, appuyer la campagne de régularisation des personnes du CCR. Il y a même un lien. Je connais moins cette campagne, mais on va certainement l'explorer. Merci pour le partage. Il faut faire des représentations pour que les niveaux d'immigration artificiellement bas de la planification de l'immigration soient revus car elle retarde l'obtention de la résidence permanente et l'obtention pour les réfugiés acceptés. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de questions administratives. Oui, là, j'ai l'impression que le chantier de Dani, si je ne m'abuse, va être beaucoup axé sur l'alimentation puis les actions pour favoriser la sécurité alimentaire, mais c'est certain qu'il y a des questions administratives qui ont des solutions en amont de la problématique de l'insécurité alimentaire qui permettrait de réduire le nombre de personnes en situation de vulnérabilité. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée brûlante là, qui retient « J'aime les idées brûlantes ». Oui, il y a Diallo. On va espérer que vous puissiez vous unmuter. Je vais essayer de vous aider. Premièrement, il faut que tu allumes ton micro. Allô, bonjour. Moi, c'est Mariama. Je suis étudiante à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, au département de nutrition. Et, en fait, j'ai lu pas mal d'articles concernant l'insécurité alimentaire des personnes réfugiées, mais la plupart des chercheurs ils se sont accentués de plus sur ils sont accentués sur en fait, dans les articles, ils expliquent que les réfugiés aimeraient plus obtenir l'argent liquide que les bons alimentaires, les cuisines collectives, donc préfèrent plus l'argent liquide. Donc, du coup, moi, je me dis que ça, c'est des solutions à court terme. Ça ne peut pas aider les réfugiés à long terme parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a plus de réfugiés qui viennent chaque année. Donc, on ne peut pas continuer à donner de l'argent à tous les réfugiés chaque année. Donc, moi, je me dis il faut plus d'autres solutions pour les aider à retrouver leur autonomie pour continuer pour avoir une vie stable. Et du coup, je m'excuse. Du coup, c'est ça en fait. Donc, moi, je me dis qu'il faut se pencher sur d'autres interventions qui pourraient les aider sans les donner de l'argent parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps à les donner de l'argent. Mais si, en fait, le gouvernement pouvait quand les réfugiés arrivent, ils peuvent les former dans un domaine spécifique et les donner du travail. Je pense que ça va les aider à trouver leur autonomie que de les donner chaque fois de l'argent. Parce que les donner chaque fois de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui va les aider à retrouver leur indépendance financière. Ils vont toujours vivre dans l'insécurité alimentaire, je me dis. Merci, Mariama. Merci pour cette prise de parole. Il y a Dani qui spécifie là, dans le chat que le comité, je disais que le comité s'intéresse aux questions alimentaires, mais il y a plusieurs comités qui vont s'intéresser aussi aux questions de logement et questions juridiques. Donc, c'est certainement tous des aspects aussi super pertinents. On va prendre une dernière intervention avec Grâce, Marcel. Oui, bonjour à tous. Moi, je représente le Club populaire des consommateurs. Je veux rebondir un peu sur ce que Mariama a dit. Question de choix alimentaire, d'autonomie alimentaire, je pense que
les banques alimentaires ont trouvé ils sont assez limités parce qu'ils ne répondent pas forcément à tous les besoins de ces immigrants-là. Donc, soutenir aussi les projets comme les projets de coupons alimentaires, comme ce qui se fait au niveau du sud-ouest, et également ce qui se fait au niveau du centre-sud avec la carte proximité. Moi, je pense que ce sont les meilleurs moyens, en fait, de pouvoir les aider à trouver des produits alimentaires qui sont culturellement acceptables pour eux et aussi les permettre de faire des choix au niveau de leur propre alimentation, en fait, et lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. C'est ce que je voulais ajouter. Excellent. Mais merci pour cette contribution. C'est déjà, je sais que certaines personnes disent ah, les webinaires devraient être plus longs, mais on essaie de garder ça à 1h30. Vous allez pouvoir certainement reprendre contact. On va vous envoyer toutes les informations, les contacts de Dani. Dani, même si tu veux remettre encore le lien vers ton formulaire dans le chat. On vous invite vraiment à envoyer toutes vos idées. Ce que vous avez mentionné aujourd'hui, n'hésitez pas à le remettre dans le sondage. S'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête, si vous voulez aller autour de vous dans votre réseau, le faire circuler, ça va être vraiment apprécié. Je vous partage un autre lien aussi qui m'est très cher, qui est le lien pour l'évaluation du webinaire. Si vous voulez prendre 1 minute pour nous donner vos commentaires par rapport à ce webinaire, j'essaie toujours d'améliorer ce qu'on fait. On essaie de faire des webinaires au moins à tous les 2-3 mois. Ça varie. Justement, le prochain webinaire, on va parler de plaidoyer politique pour la sécurité alimentaire. Donc, je vous mets un lien pour vous titiller un peu. Il y a une coalition qui s'intéresse à travailler au niveau fédéral pour mettre de l'avant des demandes politiques pour renforcer la sécurité alimentaire au sein de la population. Je vous invite à explorer le lien que je vous ai mis dans le chat. Puis, on va explorer d'autres demandes aussi par rapport au financement, par rapport au plan d'action, il y a plusieurs plaidoyers politiques en cours pour renforcer la sécurité alimentaire. Donc, on va essayer d'organiser un webinaire prochainement à ce sujet. Donc, vous serez tenus au courant. Toutes les personnes qui participent au webinaire d'Espace Cuisine sont rajoutées à la liste de contacts. Vous recevez l'information. Si vous voulez vous désabonner, vous m'envoyez un courriel et je vous enlève de cette liste automatiquement. Puis sinon, on prend des notes grâce à Laurence Emmanuel Roch aujourd'hui, qui est stagiaire à l'Espace Cuisine. Donc, merci Laurence pour l'appui pendant l'ensemble du webinaire. Merci à Dani pour l'intervention, Dani Royer de la DRSP et Olga Hood de la Ville de Montréal. Merci beaucoup pour votre contribution. C'était super intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris. Les échanges étaient vraiment riches. Merci tout le monde pour votre participation. Ça va faire plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit, notamment à travers le formulaire d'évaluation. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde.